Merci. Donc, je voudrais commencer par remercier Estelle Brosset de m'inviter aujourd'hui. Je suis vraiment ravie d'être ici et d'avoir cette opportunité de partager avec vous une partie du travail qu'on fait au sein de Planet Earth, donc l'ONG pour laquelle je travaille, et pour partager avec vous plus particulièrement donc une partie du travail que moi j'effectue au sein du programme que je dirige sur la démocratie environnementale et en particulier sur l'accès à la justice en matière environnementale. Donc, juste 2 mots sur l'ONG, peut-être, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une ONG environnementale, donc type Greenpeace, WWF, etc., mais qui a la spécificité d'être presque exclusivement composée de juristes et d'avocats. Donc, c'est ce qui fait la différence entre Planet Earth et les autres ONG environnementales. Mais on collabore, évidemment, avec toutes ces autres ONG, et même on les conseille, et donc on essaye de pallier au manque de juristes et d'avocats qui travaillent au sein des ONG environnementales parce qu'il y a vraiment un manque de juristes professionnels engagés au sein de ces ONG environnementales. Donc je m'excuse à l'avance auprès des étudiants que j'ai déjà rencontrés hier parce que je vais un peu me répéter, mais je vais aller plus dans les détails de notre affaire, donc je pense que ça sera quand même intéressant pour vous et vous serez peut-être en mesure de comprendre un peu plus le sujet et l'impact de l'affaire. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'accès aux juges de l'Union en matière environnementale, mais je commencerai par dire quelques mots sur la transposition ou la non-transposition, l'application de la Convention d'Aarhus et plus particulièrement des dispositions sur l'accès à la justice de la Convention par les institutions européennes, donc dans le droit européen, en vue de son application au niveau national. Et après, donc, je rentrerai dans le vif du sujet et je me baserai effectivement beaucoup sur notre affaire qu'on a portée devant le comité d'examen du respect des dispositions de la Convention d'Aarhus, donc un comité qui existe sous la Convention d'Aarhus, un comité onusien auprès duquel les membres du public peuvent faire des plaintes, appelées communication dans le langage onusien, contre n'importe quel État parti à la Convention d'Aarhus. Et donc nous, c'était une communication contre l'Union européenne pour ne pas donner accès à la Cour de justice de l'Union européenne aux membres du public. Donc tout d'abord, l'article 9.3 de la Convention d'Aarhus prévoit que les membres du public doivent avoir accès à des procédures administratives ou juridictionnelles contre les décisions adoptées par les autorités publiques en matière environnementale. Or, contrairement aux 2 autres piliers de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information environnementale et la participation du public dans le cadre du processus décisionnel qui ont été transposés en droit européen par la directive 2003/35 et qui ont notamment amendé par exemple la directive évaluation des incidences de projet ou la directive 2008/1 sur les émissions industrielles, l'article 9.3 qui prévoit un accès à la justice plus large pour contester les actes et les omissions des autorités publiques, mais aussi des institutions européennes au niveau européen, n'a pas été transposé en droit européen. Donc il y a toujours une absence de directive européenne pour appliquer donc, cette disposition-là de la Convention d'Aarhus. En 2003, peut-être que vous savez, la Commission européenne avait adopté une proposition de législation qui malheureusement a été rejetée par les États membres au sein du Conseil. Donc il y avait clairement un manque de volonté politique de la part des États membres de soutenir une directive européenne qui harmoniserait en fait l'accès à la justice à travers l'Union européenne et qui permettrait aux membres du public de contester les décisions des autorités publiques devant les tribunaux nationaux. Donc manque de volonté politique à ce niveau-là au sein du Conseil. Ce qui a mené à un manque d'action en fait pendant presque 14 ans avec le retrait de la proposition législative et ce qui résulte dans une assez grande disparité en fait dans le fond entre les États membres sur les conditions d'avoir accès à la justice. Donc vous avez par exemple des problèmes de coûts prohibitif au Royaume-Uni. Donc, d'ailleurs, le Royaume-Uni, suite à une plainte qu'on a également portée devant le comité Aarhus, a été également trouvé en violation de la Convention d'Aarhus au sujet des coûts. L'Allemagne également, où les ONG n'avaient pas d'intérêt à agir. La Pologne, par exemple, où c'est encore impossible pour une ONG de contester le manque
de plan en matière de qualité de l'air tel qu'il s'est requis par la directive qualité de l'air ambiant. Donc, grande disparité avec la France qui se place quand même en bonne place, où l'accès à la justice fonctionne. Il y aurait des choses à revoir, mais où c'est possible pour les ONG de contester les décisions des autorités publiques devant les tribunaux. Donc un manque d'un cadre harmonisé qui s'applique en la matière et une certaine incertitude juridique du coup qui en découle. Ce qui nous a mené en fait à l'époque où on était encore en train de discuter avec la Commission européenne justement sur l'utilité et le besoin d'adopter une directive juridiquement contraignante sur l'accès à la justice, à vouloir avoir accès aux études d'impact réalisée par la Commission européenne. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà lu une étude d'impact réalisée par la Commission européenne. Peut-être pas. Donc, cet exercice, en fait, de faire une étude d'impact, son objectif, c'est d'évaluer, en fait, l'impact économique, social et environnemental de l'adoption d'une législation ou d'une communication non contraignante. On voulait avoir accès à cette étude d'impact sur justement le besoin d'adopter une directive ou pas en matière d'accès à la justice environnementale. Pour savoir ce que conseillait la Commission européenne dans ce domaine. On savait que politiquement, les services plus politiques de la Commission européenne n'étaient pas en faveur d'adopter une nouvelle proposition juridiquement contraignante de directive. Mais on avait quand même une petite idée que les services techniques de la Commission européenne recommandaient dans le cadre de l'étude d'impact l'adoption d'une directive juridiquement contraignante. Et c'est pour ça qu'on voulait avoir accès à cette étude d'impact pour mettre en fait la Commission européenne devant le fait accompli et lui dire « mais votre étude d'impact à vous recommande l'adoption d'un instrument juridiquement contraignant, du coup maintenant vous devez le suivre et pas adopter qu'une simple communication ». Donc ça, c'est le background de l'affaire. La Commission nous a refusé l'accès au terme de sa politique, selon laquelle elle donne accès aux études d'impact qu'une fois que la proposition de directive est adoptée ou qu'une fois que la communication est adoptée. Entre-temps, il n'y a pas d'accès, les citoyens sont maintenus dans le noir, il n'y a pas d'information pendant des années et des années, étant donné que l'étude d'impact a été finalisée en 2014 et que la Commission n'a pas adopté et a adopté finalement une communication non contraignante l'année dernière. Donc pendant 3 ans, après que l'étude d'impact ait été finalisée, il n'y a eu aucune information sur ce que comptait faire la Commission et cette étude d'impact qui est gardée confidentielle. On a contesté le refus de la Commission de nous donner accès à ces études d'impact devant le tribunal de l'Union européenne. On a perdu. On a fait appel et il y a quelques semaines, la Grande Chambre, on n'est pas peu fiers, c'est pour ça que je le mentionne, la Grande Chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, donc qui est composée de 15 juges, a rejeté complètement tous les arguments de la Commission et du tribunal et nous a donné raison, notamment de manière très importante, à rejeter la création d'une présomption de confidentialité que le tribunal et la Commission voulaient créer. Et ça, c'est important parce que c'est devenu une espèce de mode au sein du tribunal et de la Cour de créer des présomptions de confidentialité qui s'appliquent à certains documents détenus par les institutions européennes. Et c'est problématique parce que ça renverse en fait la charge de la preuve, ça met la charge de la preuve sur le requérant de prouver qu'aucune exception au droit d'accès à l'information ne s'applique, de prouver qu'il y a un intérêt supérieur à la transparence qui s'applique, alors que normalement c'est aux institutions de prouver donc ces choses-là. C'est aussi problématique parce que c'est contraire à l'esprit et à la lettre de la Convention d'Aarhus, du règlement russe et du règlement 1049 qui s'applique à l'accès aux documents détenus par les institutions européennes. La lettre et l'esprit de ces textes qui est que la transparence, l'accès à l'information, c'est la règle et c'est l'accès le plus large possible aux documents détenus par les institutions européennes, la confidentialité, l'exception, ce qui a du sens dans un état de droit. Donc, rejet de la création d'une nouvelle présomption de confidentialité. La Cour dit clairement que c'est la transparence, contrairement à ce que le tribunal et la Commission avaient invoqué,
que c'est la transparence qui assure l'indépendance de la Commission européenne, au sens de l'article 17 du traité, lorsque la Commission européenne exerce son pouvoir d'initiative en matière législative, et qui va lui permettre d'agir exclusivement dans l'intérêt public général et non pas la confidentialité. Donc ça, c'est très important. Donc en quelque manière, elle confirme en fait sa jurisprudence turco, là où elle avait déjà insisté sur le fait que c'est la transparence, l'ouverture qui apporte en fait de la crédibilité, de la légitimité aux institutions européennes. Et aussi, donc de manière très importante, que susciter et participer au débat et au processus décisionnel, ça fait partie des droits démocratiques des citoyens. Parce que c'est un argument que la Commission et que le Conseil utilisent constamment, ainsi que les autres agences européennes, qui se plaignent des possibles pressions extérieures, alors allez savoir par qui, donc des lobbies peut-être, sûrement, ça existe, mais aussi des ONG. Donc, s'ils rendaient certains documents, notamment ces études d'impact, accessibles, alors ça susciterait des discussions et des possibles pressions, en fait, de la société civile dont ils ne sauraient pas se défendre. Ça, encore une fois, ça a été très clairement rejeté par la Cour, qui a dit, en gros, c'est à vous, en fait, de gérer ces pressions. Vous n'avez pas démontré en quoi ces possibles pressions porteraient une atteinte sérieuse à votre processus décisionnel, et vous n'avez pas d'obligation de répondre à chaque remarque qui est faite, à chaque demande sur le fond. Donc ça, c'est important parce que c'est un argument qui revient constamment, par lequel les institutions européennes justifient de garder leurs documents confidentiels pour se protéger des pressions. Or là, non, la Cour de justice a répété, non, c'est l'inverse en fait. C'est le fait d'être transparent, ouvert, qui va vous protéger des pressions. Sachant que les pressions, elles arrivent également lorsque les documents sont gardés confidentiels. Donc, ça ne tient pas. Important aussi, la Cour a dit donc que les études d'impact sont des documents législatifs. Et là, on avait un doute là-dessus parce que lorsque la Commission réalise une étude d'impact, justement, par définition, elle ne sait pas encore si elle va légiférer ou pas. Donc il y avait un doute, on n'était pas sûr de pouvoir qualifier ces études d'impact de documents législatifs. Et quel est l'enjeu en fait ? L'enjeu, c'est que le règlement 1049 qui s'applique à l'accès aux documents impose un régime plus strict pour les actes législatifs, c'est-à-dire qu'il impose aux institutions européennes d'être encore plus transparents et de donner un accès encore plus accru aux documents législatifs. Et donc la Cour a dit que ces documents devaient être considérés comme des documents législatifs, ce qui implique aussi, indirectement du coup, que ces études d'impact devront être publiées et non pas que données sur demande. Donc voilà, donc ça c'était pour vous donner des éléments de contexte aussi par rapport à l'adoption d'une directive ou pas, et finalement de la communication en matière d'accès à la justice. Donc nous, notre position, bien évidemment, c'est qu'il y a encore un besoin d'adoption d'une directive juridiquement contraignante pour assurer donc, ce cadre, cette harmonisation au sein de l'Union européenne. Et on n'est pas les seuls, puisque une fois qu'on a finalement eu accès à cette étude d'impact, on s'est rendu compte, ça a confirmé ce qu'on pensait, que l'étude d'impact recommandait l'adoption d'une directive. Donc on peut aussi se poser la question de la valeur de l'exercice, en fait, de réaliser des études d'impact. Ça prend du temps, ça mobilise des fonctionnaires européens avec l'argent du contribuable. Si c'est pour qu'elle ne soit pas suivie par les services politiques après de la Commission européenne, on peut se poser la question. Le Parlement européen a adopté une résolution législative également, pas que sur ça, mais dans le cadre d'un plan d'action pour le milieu naturel, la population et l'économie, et qui a appelé la Commission européenne à adopter une proposition législative également, ainsi que le Conseil économique et social européen qui a adopté un avis et qui aussi plaide en faveur d'une législation globale et contraignante. Donc, voilà. Il n'y a pas que les ONG, la société civile qui demandent l'adoption d'une directive, il y a aussi d'autres institutions qui s'y mettent. Donc ça, c'est pour l'application ou la non-application de l'article 3 de la Convention d'Aarhus en droit européen. Et au niveau des juridictions nationales, qu'est-ce qu'il en est au niveau du juge de l'Union ?
Donc, comme Estelle l'a rappelé tout à l'heure, je pense qu'on sera tous d'accord, ceux qui connaissent un peu le sujet, pour dire qu'il y a un manque d'accès, l'inexistence en fait, accès aux juges de l'Union européenne, en tout cas pour les membres du public. Les membres du public, à savoir donc les particuliers, les personnes morales, les associations, les ONG environnementales, mais pas que, ont eu à ce jour, donc depuis la création de la communauté, n'ont pas eu la possibilité d'introduire un recours en annulation d'une décision d'une institution européenne devant la Cour de justice de l'Union. Aucune décision, à part des décisions de refus de donner accès aux documents. À part ça, donc, il n'y a aucun particulier ou aucune ONG qui s'est vu reconnaître le droit de demander l'annulation d'une décision d'une institution européenne. Donc c'est quand même un énorme déficit démocratique qui existe au niveau de l'Union européenne. Et pourquoi ? C'est principalement dû à l'interprétation par la Cour du traité, donc de l'article 263, paragraphe 4 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, interprété pour la première fois dans l'arrêt Ploman en 1963. Donc c'est la fameuse jurisprudence Ploman, jurisprudence constante de la Cour depuis 1963 qui n'a pas changé. Donc que dit le traité ? Lorsqu'un acte est adressé à la personne, donc directement comme en matière d'accès aux documents, si quelqu'un demande d'avoir accès à un document détenu par la Commission européenne, par exemple, on peut le contester directement devant la Cour. En revanche, lorsque l'acte n'est pas adressé directement à la personne, il faut démontrer qu'on est directement et individuellement concerné par l'acte. Et c'est là que les choses se compliquent sérieusement. Et le traité de Lisbonne a introduit un nouveau paragraphe à l'article 263 qui était à l'origine voulu pour assouplir en fait les conditions d'accès aux juges, mais on verra que malheureusement la Cour n'a pas du tout saisi cette opportunité pour permettre un plus grand accès aux juges. Et donc cette nouvelle disposition donne la possibilité de contester des actes réglementaires, mais qui n'appellent pas de mesures d'application au niveau national. Et là, il suffit de démontrer qu'on est directement concerné et pas individuellement concerné. Donc cette jurisprudence Ploman, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que pour qu'une personne soit individuellement concernée au sens du traité, il faudrait que sa situation juridique doit être affectée par une situation de fait qui la différencie de toutes les autres personnes. Donc en fait, en gros, il faudrait être la seule personne impactée par l'acte que vous souhaitez contester devant le tribunal. Donc on comprend assez vite que une ONG environnementale, mais aussi un particulier, ne sera jamais en mesure de contester une décision adoptée par une institution en matière environnementale ou en matière de protection de la santé, puisque par définition, la protection de l'environnement et de la santé, ce sont des intérêts généraux, diffus, donc il n'y aura jamais qu'une personne qui sera affectée par ce genre de décision, bien au contraire. Donc on voit là quand même une logique contestable, puisque plus il y aura de personnes morales ou physiques en fait impactées par une décision adoptée par une institution européenne, moins ça sera possible de la contester devant le tribunal, en fait. Donc c'est la logique de la Cour qui est quand même difficile à suivre. Donc vous avez l'affaire Greenpeace, mais aussi l'affaire Danielson, l'affaire Pesticide Action Network, dans lesquelles des ONG, des particuliers ont essayé en fait d'avoir accès au tribunal pour contester certaines décisions en matière environnementale, où il y avait des violations alléguées du droit européen de l'environnement. Dans toutes les affaires, la jurisprudence a rejeté donc les actions comme irrecevables. C'est embêtant donc déjà parce que c'est quand même un déficit démocratique, ça veut dire que donc les membres du public n'ont pas un accès à la justice, mais c'est aussi embêtant parce que ça crée un déséquilibre entre la représentation des intérêts économiques et financiers des entreprises, parce que les entreprises, même si elles ont un accès limité, elles ont quand même accès à la Cour de justice de l'Union européenne pour contester les décisions des institutions qui ont un impact sur leurs intérêts économiques et financiers. Et donc, déséquilibre entre la représentation de ces intérêts-là et la représentation des intérêts publics, à savoir la protection de l'environnement et la protection de la santé publique, où ces intérêts ne sont pas représentés, en tout cas par les membres du public.
peut aussi se poser la question, donc, pour qui et pourquoi cette Cour a été conçue, puisque les États membres aussi ont évidemment accès à la Cour. Et donc là, si on regarde le débat, puisqu'en fait faire du contentieux et porter une action devant un tribunal, c'est avoir un débat, susciter un débat, avoir une discussion et avoir un juge à la fin qui va trancher de manière impartiale. Ce débat qui a eu lieu devant la Cour de justice de l'Union européenne depuis qu'elle existe a eu lieu entre qui? Entre les États membres, les institutions européennes et l'industrie. Et le reste de la société civile en a été complètement exclu. Donc, ça pose aussi la question de savoir quelle Union européenne on veut aujourd'hui. Je pense que c'est d'actualité, où aujourd'hui les citoyens ne sont jamais sentis aussi d'être éloignés des institutions européennes, pas représentés, etc. Et quand on regarde, il y a des raisons. Nous, notre position, je sais qu'elle n'est pas partagée par toute la doctrine, y compris en France. Pour nous, c'est vraiment un choix en fait d'interprétation par la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc c'est pour ça, c'est pas une fatalité. Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un besoin de modifier le traité. Ce qui est la position de la Cour. La position de la Cour est de dire mais on peut rien faire. En fait, c'est pas nous, c'est la manière dont l'article 263 paragraphe 4 est rédigé. Il faut être individuellement concerné. Et individuellement concerné, ça veut dire ça. Donc, on a fait une plainte auprès du comité Aarhus contre l'Union européenne pour violation de l'article 9.3 et de l'article 9.4 de la Convention d'Aarhus. La position de la Commission européenne qui représentait l'Union européenne dans le cadre de cette plainte, et qui est aussi la position de la Cour, était de dire mais il y a un accès à la justice, en fait, au niveau de l'Union européenne. On est en totale conformité avec la Convention d'Aarhus à travers le mécanisme du renvoi préjudiciel. Le mécanisme du renvoi préjudiciel, c'est le mécanisme en vertu duquel un tribunal national peut poser une question à la Cour de justice de l'Union européenne sur la manière d'interpréter une directive ou sur la validité d'une directive européenne. Le comité Aarhus, enfin c'était notre position aussi, était de dire que non, ça c'est un accès indirect. Pour toute une série de raisons, c'est-à-dire que dans le cadre du renvoi préjudiciel, ça n'est pas le requérant qui va poser les questions à la Cour, c'est le tribunal national. Il n'y a pas d'audience qui va permettre au requérant d'exprimer, de formuler en fait ses demandes et sa position. Et donc, pour nous, ça ne constituait pas un accès à la justice dans le sens de l'article 9.3 de la Convention d'Aarhus. Comme je disais tout à l'heure, l'adoption d'un nouveau paragraphe à travers le traité de Lisbonne qui était censé assouplir les conditions d'accès à la justice, malheureusement, on a vu que le tribunal n'a pas, et la Cour n'a pas saisi cette opportunité, étant donné qu'en fait, elle a fait que répéter sa jurisprudence d'avant, à savoir que pour être directement concerné par un acte adopté par une institution européenne, en fait, il faut avoir sa situation juridique affectée. Or, une ONG environnementale aura du mal à prouver que sa situation juridique est affectée par l'adoption d'une décision d'une institution européenne, un particulier aussi, surtout en matière environnementale où on n'invoque pas forcément et on ne devrait pas avoir à invoquer des intérêts privés. Alors, qu'est-ce qu'a décidé le comité Aarhus ? Donc, je vous le dis tout de suite, donc, il a décidé que l'Union européenne était en violation de la Convention d'Aarhus. Notamment, il a dit de manière très claire que le système de renvoi préjudiciel ne constituait pas un accès à la justice au sens de l'article 9.3, qu'il était tout à fait possible d'interpréter l'article 263, paragraphe 4, d'une manière à mettre l'Union européenne en conformité avec la Convention d'Aarhus, qu'il était clair qu'il découlait de la jurisprudence Plowman qu'aucun particulier et aucune ONG environnementale ne réussira jamais à remplir les conditions imposées par la Cour et du coup à contester aucune décision adoptée par les institutions européennes dans ce domaine-là, et que si cette jurisprudence était maintenue, l'Union européenne serait en violation de l'article 9.3 et 9.4 de la Convention. Sauf si il existe en contrepartie des recours administratifs suffisants. Et c'est pour ça que cette affaire a mis tellement longtemps, presque 10 ans. Donc cette première partie de la décision du comité a été adoptée en 2011 et le comité a décidé d'attendre en fait
la décision de la Cour de justice de l'Union européenne dans une affaire qui était pendante, qui était portée par des ONG hollandaises, Stichting Natuur en Milieu, et qui invoquait la non-conformité du règlement Aarhus, qui applique la Convention d'Aarhus aux institutions européennes avec la Convention d'Aarhus. Et donc le comité Aarhus a décidé d'attendre et de voir en fait qu'est-ce que la Cour allait décider, étant donné que si la Cour décidait que le règlement n'était pas compatible, ça facilitait les choses, alors que si elle ne prenait pas de décision en la matière, ce qui y est arrivé, il pouvait adopter une décision de violation de la Convention d'Aarhus. Mais en 2011, le comité a quand même du coup recommandé aux institutions européennes donc d'adopter une nouvelle orientation de la jurisprudence des juridictions européennes et a demandé à toutes les institutions européennes pertinentes dans le cadre de leurs compétences de prendre toutes les mesures pertinentes pour se mettre en conformité. Donc, qu'est-ce que la Cour a décidé dans l'affaire pendante Stichting Natuur en Milieu ? Tout d'abord, le tribunal. Le tribunal a adopté une décision que nous, on a particulièrement appréciée, étant donné que, donc pour vous donner un élément de contexte, donc d'abord le règlement Aarhus prévoit en fait et donne la possibilité aux ONG environnementales de demander aux institutions européennes de réviser certaines de leurs décisions. Donc recours administratif, vous demandez à une institution européenne de revoir une de leurs décisions. Si l'institution européenne refuse, vous avez en théorie le droit de contester cette décision devant la Cour en vertu du règlement Aarhus. Et dans cette affaire, les ONG contestaient en fait la compatibilité de la définition des actes qui peuvent être contestés dans le cadre de ce mécanisme de révision interne, les actes administratifs, contester la compatibilité de cette définition avec la Convention d'Aarhus. Le tribunal a donné raison à ces ONG en trouvant qu'il n'y avait aucune raison en fait de restreindre la définition des actes qui peuvent être contestés à travers ce biais aux actes de portée individuelle, puisque c'est comme ça qu'ils sont définis par le règlement Aarhus. La Convention d'Aarhus parle d'actes et d'omissions, donc très large, pas d'actes ou d'omissions de portée individuelle. Donc là, vraiment, l'élément de cette définition-là, en fait, empêche de contester la grande majorité des décisions qui sont adoptées par les institutions européennes. Et le tribunal a donc conclu que l'article 10 du règlement Aarhus n'était pas compatible avec l'article 9.3 de la Convention et a rappelé que si l'article 9.3 de la Convention laissait une certaine latitude aux États parties pour définir les critères auxquels doivent satisfaire les membres du public pour avoir accès à la justice, il ne laissait aucune latitude quant à la définition des actes et des omissions qui peuvent être contestés. Le Conseil, la Commission et je crois même que le Parlement européen ont tous fait appel de cette décision, ce qui est quand même pas très réjouissant et qui en dit long sur l'état de l'Union européenne, parce que quand le tribunal de l'Union européenne décide comme ça qu'un règlement communautaire n'est pas en conformité avec le droit national et que les membres du public devraient avoir un accès plus large à la Cour de justice de l'Union européenne pour, en fait, à la fin de compte, assurer une meilleure protection de l'environnement et de la santé publique. Donc quand on voit qu'il y a les 3 institutions européennes principales qui font appel, ça fait un peu mal au cœur. Donc la Cour n'a pas suivi le tribunal parce qu'elle a considéré que l'article 9.3 de la Convention d'Aarhus n'était pas d'effet direct, il n'était pas suffisamment précis et inconditionnel, et du coup a utilisé en fait ce prétexte, on peut même dire, parce que franchement l'arrêt de la Cour est pas très clair, et s'est basé là-dessus et sur les jurisprudences qui sont propres aux accords de l'OMC pour refuser du coup de procéder à l'examen de conformité du règlement Aarhus en vue de la Convention d'Aarhus. Donc en fait on n'a pas d'examen de la part de la Cour de justice sur la conformité du règlement Aarhus par rapport à la Convention Aarhus, qui est quand même une convention internationale qui, d'après l'article 216, paragraphe 2 du traité, est juridiquement contraignante sur toutes les institutions européennes, y compris la Cour,
et juridiquement contraignante, évidemment, aussi pour les autorités nationales des États membres. Donc pas de décision, mais du coup une décision quand même, qui mène au statu quo, en fait, et on garde avec le règlement d'Aarhus qu'on a. Il y a une partie du jugement qui est assez mystérieuse pour nous encore, qui aussi considère que le règlement Aarhus n'aurait pas été adopté pour appliquer les dispositions relatives à l'accès à la justice de la Convention d'Aarhus. Et que, en fait, ces dispositions-là relèvent principalement de la compétence des États membres. Or, l'Union européenne étant partie à la Convention d'Aarhus, encore une fois, elle est liée au même titre que les États membres par les dispositions de la Convention. Donc, c'est un peu contestable. À partir du moment où la Cour avait adopté ces décisions, le comité Aarhus pouvait donc reprendre l'examen de notre plainte et adopter donc sa décision finale et se prononcer, lui, alors, sur si le règlement Aarhus était conforme à la Convention d'Aarhus. Et donc, il a décidé que, suite à l'examen de cette jurisprudence, les juridictions européennes n'avaient pas, en fait, donné à leur jurisprudence une nouvelle orientation propre à se mettre en conformité et que le règlement Aarhus ne palliait pas non plus à ce manque d'accès à la justice. De manière intéressante aussi, il nous donne raison sur un des arguments qu'on a portés, qui était de se reposer sur la jurisprudence les ours slovaques, dans laquelle la Cour de justice de l'Union européenne avait décidé que donc il ne serait pas envisageable, sans mettre en cause la protection effective du droit de l'environnement de l'Union, de donner une interprétation de l'article 9.3 de la Convention qui rendrait impossible en pratique ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par le droit de l'Union, et qui continue en disant « Il en résulte qu'il appartient au juge national, afin d'assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'environnement de l'Union, de donner de son droit national une interprétation qui, dans toute la mesure du possible, soit conforme aux objectifs de l'article 9.3. » Donc en gros, la Cour demande aux juges nationaux d'interpréter leurs droits nationaux conformément aux objectifs de l'article 9.3 de la Convention. Et le juge, je ne l'ai pas mis là, mais continue, et dit « afin de permettre aux ONG de protection de l'environnement telles que celles qui avaient été devant les tribunaux nationaux dans cette affaire, afin de permettre aux ONG environnementales de contester ces décisions-là devant les tribunaux. » Donc quand on lit cet arrêt, on se demande, mais enfin, pourquoi la Cour de justice ne s'applique pas sa propre jurisprudence, en fait. Et c'est ce que le comité Aarhus a relevé aussi, en disant qu'il regrettait que la Cour ne se considère pas elle-même liée par ce principe, évoqué dans l'affaire les ours slovaques, et que cela lui aurait permis de s'orienter vers le respect de l'article 9.3 et 9.4 de la Convention d'Aarhus. Et là, donc, c'est problématique et c'est clé dans notre affaire et dans la suite de notre affaire, ou plus au niveau politique, parce que la Cour et la Commission européenne ont vraiment créé un double standard, c'est-à-dire en vertu duquel les États membres, les juridictions nationales devraient se conformer aux dispositions de la Convention d'Aarhus et permettre en fait aux ONG environnementales et aux particuliers de contester les décisions adoptées en matière environnementale devant les tribunaux, alors que les institutions européennes s'exemptent presque complètement de leurs obligations qui découlent de la Convention d'Aarhus. Et on va voir qu'en fait, ce n'était pas si stratégique que ça de la part de la Commission de pousser autant pour que les États membres respectent la Convention d'Aarhus sans pour autant se concerner, viser et sujettes aux dispositions de la Convention d'Aarhus. Donc, concernant le règlement russe, le comité a donc examiné la définition des actes administratifs qui peuvent être contestés au sein de la mécanisme de la révision interne accordée aux ONG environnementales. Il a trouvé notamment que le fait que la procédure soit ouverte uniquement aux ONG environnementales n'était pas conforme, étant donné que la Convention d'Aarhus permet aux membres du public, donc
aux particuliers aussi de contester les décisions, mais aussi évidemment à considérer que la définition de ces actes administratifs n'était pas conforme. Donc un acte administratif de portée individuelle, c'est beaucoup trop restreint. Mais aussi adopté au titre du droit de l'environnement, l'effet combiné de ces deux dispositions a été jugé trop restreint, et excluant toute une catégorie d'actes en fait qu'on n'allait pas pouvoir contester. Le fait aussi que les actes doivent avoir un effet juridique contraignant et extérieur n'a pas été trouvé en conformité par le comité Aurus. C'est vrai que par exemple il y a des décisions qui sont prises par les institutions. Il y avait une ONG qui voulait contester par exemple la manière dont la liste des candidats qui pouvaient être nommés en tant que directeur de l'Agence européenne des produits chimiques et qui voulait contester donc cette procédure-là. La commission a jugé que l'établissement de cette liste et cette procédure en fait n'avaient pas d'effet extérieur. Il existe aussi un autre risque en fait, qui s'est avéré depuis qu'on a fait la plainte, c'est le fait que cette procédure de révision interne en fait, ne permette aux ONG que de contester la réponse qui va être faite par l'institution européenne à notre demande de révision interne et pas l'acte initial, donc l'autorisation d'un produit chimique ou la mise sur le marché d'un produit. Et donc, du coup, on pourrait contester devant la Cour que le respect de la procédure ou une erreur manifeste de droit. Donc ça, ce risque a été confirmé par le tribunal dans l'affaire Test Biotech qui est en appel, donc il faudra voir ce que décide la Cour de justice sur ce point-là. Donc juste pour rendre un peu les choses plus concrètes, je peux vous donner quelques exemples de décisions qu'on aimerait en fait pouvoir contester devant la Cour. Notamment par exemple une autorisation de pesticides ou la décision, comme dans l'affaire Stichting Nature et Milieu, la décision de la Commission européenne d'accorder une dérogation à un État membre de respecter les limites des émissions de polluants imposées par la directive sur la qualité de l'air ambiant. Ou encore le règlement de la Commission européenne qui réglemente la manière dont les constructeurs automobiles calculent les émissions de polluants de leurs véhicules, ou l'adoption des quotas de pêche, les quotas de pêche qui sont fixés par le Conseil. Donc tout ça, ce sont des exemples de décisions en fait adoptées par les institutions européennes qui potentiellement devraient, d'après nous, pouvoir être contestées devant une juridiction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé une fois que le comité Aurus a adopté sa décision? Et là, on passe plus au processus politique, en fait. Il y a eu la réunion des parties à la Convention, donc réunion des parties dans le cadre d'une convention internationale, dans le cadre desquelles toutes les parties, tous les États parties à une convention se rencontrent pour discuter de l'application de la Convention et du futur de la Convention. Dans le cadre de la Convention d'Aarhus, les réunions des parties avaient lieu tous les 3 ans. Maintenant, malheureusement, ça a été décidé qu'elles n'auront lieu que tous les 4 ans. Donc la dernière a eu lieu en 2017 à Budva, au Monténégro, où on était présents. Et en vue de cette réunion, donc, au sein de laquelle les États parties doivent adopter formellement la décision du comité Aurus, donc là c'est le volet politique, la Commission européenne a fait une proposition de s'opposer à l'adoption formelle de la décision du comité. C'était la première fois qu'un État partie proposait de s'opposer formellement à l'adoption d'une décision du comité Aurus. Donc encore une fois, ce n'est pas très glorieux de la part de l'Union européenne parce qu'on a quand même des États parties à la Convention d'Asie centrale, d'Europe de l'Est, qui sont malheureusement pas des États où la règle de droit est toujours respectée et qui ne s'opposaient pas à l'adoption formelle des décisions du comité Aurus. Et il a fallu que ce soit la Commission européenne et après l'Union européenne dans le cadre de la réunion des parties qui se soit opposée formellement donc à l'adoption de cette décision. Heureusement, et c'est là que ça devient intéressant en fait, le Conseil, donc composé des États membres, s'y est opposé
On avait une majorité d'États qui étaient en faveur en fait de l'adoption formelle à la réunion des parties de la décision du comité. Malheureusement, les négociations politiques et d'autres enjeux l'ont emporté, ce qui a fait que le Conseil a été en mesure que de proposer un compromis qui a été de prendre note, au lieu de accepter, je crois en français c'est accepter, de prendre note de la décision du comité, ce qui était évidemment moins pire que la proposition de la Commission européenne, mais qui était toujours pas satisfaisant, évidemment. Je pense que les représentants de l'Union européenne, donc le Conseil et la Commission, pensaient que ça allait passer comme une lettre à la poste à la réunion des parties et que, voilà. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu vraiment une opposition très forte de notre part, de la part des autres ONG, de la part de certains autres États partis qui pouvaient s'exprimer parce qu'en dehors de l'Union européenne, notamment il y a eu des positions très fortes prises par la Suisse et la Norvège, représentées par deux femmes qui étaient vraiment très fortement opposées et qui n'ont pas lâché jusqu'au bout. Et donc, il faut vous figurer que dans le cadre de la réunion des parties, donc il y a tous les participants, il y a autour de 200 personnes, les États, les ONG, les représentants d'autres entreprises, etc. Et donc toute cette discussion a lieu en public. Donc la présidente de la réunion a également organisé des réunions avec les représentants de l'Union européenne, nous, les États membres, pour décider de ce qu'on allait faire en fait. Tout ça nous a mené à en fait l'absence de décision. Donc ça aussi c'est une première fois. Où en fait la réunion des parties n'a pas adopté de décision quant à l'adoption de cette décision du comité ORUS sur la violation de la Convention par l'Union européenne. La décision a été de reporter l'adoption de cette décision à la prochaine réunion des parties en 2021. Mais l'Union européenne a quand même pris l'engagement d'explorer, de chercher les moyens de se mettre en conformité. Voilà. Donc ce qui s'est passé, et ce qui pour nous a été très intéressant parce qu'on ne s'y attendait pas du tout, c'est que de retour de Budva à Bruxelles pour certains et dans leurs pays respectifs pour les représentants des États membres, il y a une espèce, je pense, de prise de conscience de la part des États membres et de responsabilité en fait et de volonté d'action et de remédier à l'image, je suis désolée, mais à l'image déplorable que l'Union européenne avait donnée de l'Union européenne en fait. Du coup, le Conseil a décidé de se servir d'une procédure qui est prévue par l'article 241 du traité, qui n'avait jamais été utilisée en matière environnementale et que très peu dans les autres matières. Je crois qu'en fait, alors chaque institution, du coup, la Commission, le Conseil, tout le monde cherchait pour savoir s'il y avait eu des précédents. Et donc, je ne sais pas, la dernière fois qu'on m'a donné une information, on m'a dit qu'elle avait été utilisée peut-être 4 fois, en tout et pour tout, dans tous les domaines confondus depuis la création de la communauté européenne, cette procédure, mais jamais en matière environnementale. Et donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette procédure ? Elle permet au Conseil de demander à la Commission européenne d'adopter une proposition et de faire une étude, donc d'agir. Et donc le Conseil l'a fait, ils ont adopté cette décision par laquelle ils demandent en fait à la Commission européenne de se mettre en conformité avec la décision du comité ORUS en, d'une part, réalisant une étude d'ici septembre 2019 donc pour envisager toutes les options possibles et de, if appropriate, de réviser le règlement ORUS. Donc, c'est déjà une victoire quelque part, même si c'est aussi décevant de voir que la première version de la décision était beaucoup plus ambitieuse et demandait vraiment très clairement à la Commission de procéder à la révision du règlement ORUS. Et d'ailleurs, il y a la France, l'Italie, l'Espagne, le Luxembourg, soutenus par la Lituanie, et toutes ces déclarations sont publiques, donc vous pouvez y avoir accès, qui ont fait des déclarations publiques écrites en regrettant le manque d'ambition de la décision du Conseil et donc que la France et le reste de ces pays auraient souhaité en fait garder la première version de la décision et de demander directement à la Commission de procéder à la révision du règlement ORUS.
Donc, il y a eu une mise en action des institutions européennes à la suite de la réunion des partis, donc à Budva. La Commission européenne a adopté une feuille de route, a organisé une consultation du public et va en organiser une autre d'ici la fin de l'année ou d'ici le mois de janvier, en fait, à laquelle tout le monde est encouragé à participer. Il y a aussi un phénomène intéressant qui s'est produit, en fait, à force, grâce à tout le travail qui a été fait autour aussi de ces processus. Et là, c'est là aussi qu'on est utile parce qu'évidemment, on continue à travailler derrière les coulisses et à travailler avec le Parlement européen, avec le Conseil, etc. Où, en fait, petit à petit, on voit que la Commission européenne est de plus en plus isolée dans sa position parce que le Parlement européen a aussi inclus dans une de ses résolutions législatives un appel à la révision du règlement ORUS et le Conseil économique et social européen, dans un de ses avis, appelle aussi la Commission à se mettre en conformité avec la décision du comité ORUS. Donc si vous regardez, il y a le Conseil, le Parlement européen, le Comité économique et social européen qui appellent la Commission à agir et à se mettre en conformité. Donc petit à petit, le paysage institutionnel se modifie et on voit qu'il y a une volonté politique en fait qui se crée. Et c'était vraiment intéressant en fait d'un point de vue politique et institutionnel de voir le Conseil tout d'un coup se responsabiliser et prendre les rênes dans cette affaire pour mettre la pression sur la Commission européenne, puisqu'on a quand même plutôt l'habitude de l'inverse, à savoir la Commission européenne qui adopte des propositions législatives quand même qui vont dans un sens de plus de protection de l'environnement, le Conseil qui affaiblit les propositions législatives de la Commission européenne. Or là, il y a eu un espèce de renversement en fait de l'équilibre interinstitutionnel qui est très intéressant et encourageant. Et bon, après, on va voir si le Conseil est cohérent et maintient la même position dans d'autres dossiers où on aimerait proposer aussi des dispositions permettant l'accès à la justice dans le cadre de nouvelles propositions de directives. Et j'ai cru comprendre qu'il n'était pas forcément très enthousiaste. Donc, on verra. Donc, à suivre. En attendant, ce qu'on fait en parallèle, c'est aussi introduire des recours directement devant le tribunal de l'Union européenne et la Cour en se reposant en fait sur la décision du comité ORUS pour interpeller directement la Cour de justice de l'Union européenne en fait et lui montrer que sa jurisprudence a été trouvée en violation d'une convention internationale et lui donner l'opportunité de ne serait-ce que à minima, changer sa jurisprudence et élargir un tant soit peu l'accès à sa juridiction. Donc on a, je ne sais pas si c'est intéressant, donc on a 3 affaires pendantes devant le tribunal de l'Union européenne, dans le cadre desquelles donc, on se repose sur la décision du comité ORUS et où on essaye de faire changer la jurisprudence de la Cour. Donc, en tout cas, pour conclure, là où il n'y avait pas de discussion possible, en fait, sur ce sujet il y a 10 ans, parce qu'il n'y avait pas de décision et parce qu'on n'avait aucune décision de jurisprudence sur lesquelles se reposer et où, si on avait dit à la Commission européenne il y a un problème d'accès à la justice, il y a un problème d'accès à la Cour de justice de l'Union européenne, très clairement la réponse c'était la jurisprudence constante de la Cour, jurisprudence Ploman. Là où il n'y avait pas de discussion possible il y a 10 ans, maintenant, il y a une mise en action des institutions, il y a un débat, il y a des discussions, il y a des consultations publiques, il y a cette décision du Conseil et il y a un suivi aussi devant le comité ORUS parce qu'il y a une procédure de suivi au sein de laquelle l'Union européenne doit justifier et doit rendre des comptes en fait au comité sur la manière dont il se met en conformité. Et donc, en tant que juriste et avocate travaillant pour une ONG, c'est bien, étant donné que c'est ce qu'on cherche principalement à faire, en fait, à susciter un débat et à mettre en action les institutions européennes et les autorités publiques. Voilà, je vous remercie.